bonjour à tous. L'Académie de Potier est très heureuse d'être avec vous un samedi matin de vacances scolaires d'autant plus. Je remercie Aurélie, Cécile, Séverine, Emmanuel et Rémi d'être ensemble ce matin pour vous présenter un petit peu quelques éléments autour de la mise en musique et de l'accompagnement des élèves et des projets du numérique. Chacun d'entre nous allons intervenir au fil de cette matinée pendant 7h30 passées ensemble. Un temps de questions est prévu après chaque petite intervention pour chacun d'entre vous. Et j'ai la lourde tâche de vous proposer des petits interludes musicaux qui auront vocation à, je l'espère, à rendre interactifs les échanges et vous inciter à partager ces moments de questionnement avec les différents intervenants ce matin. Alors, pour pouvoir chanter, on va se mettre en chor et on va se mettre en voix, si vous en êtes d'accord. Alors, n'hésitez pas, j'espère que la bande passante est suffisante pour ce matin. Si vous n'êtes pas en pyjama et que vous êtes présentable, n'hésitez pas à mettre vos vidéos puisque nous allons faire un échauffement corporel et je vais vous demander si vous pouvez, si vous avez suffisamment de place, et de vous mettre debout derrière votre écran pour la petite séquence qui vient maintenant, parce qu'on va se chauffer corporellement et physiquement. Alors, je suis ravi, on vous découvre derrière vos écrans, c'est super. Et donc, on va faire un petit travail de mise en action corporelle pour pouvoir ensuite se mettre en voix lors d'une petite intervention qui suivra vers 10h20. Et par la suite, on chantera quelques chants ensemble dans la matinée. Alors voilà, je vous vois debout, c'est super. On va commencer par s'étirer un petit peu. Alors, n'hésitez pas à faire comme moi, vous allez étirer votre corps. L'idée, c'est d'aller chercher une belle posture corporelle pour pouvoir bien chanter. Et ensuite, on bascule d'un côté, puis de l'autre, qui, pour des exercices de respiration, font énormément de bien pour mettre ici. Voilà, ensuite, on s'abaisse vers le bas et on va agiter ses épaules pour tonifier un petit peu tout cela. Et on va ensuite dérouler tranquillement son dos, son corps pour se redresser. Voilà, on y va doucement. Super. Et on fait l'exercice 3 fois. Donc, deuxième fois, on s'étire vers le haut, puis d'un côté, puis de l'autre. Voilà, super. On redescend. On agite les bras et on se redresse. Alors, les collègues, vous aurez remarqué que j'ai quitté la cravate ce matin. Et enfin, troisième et dernière fois, on se tire d'un côté, puis de l'autre. Et voilà, super. On agite et on se redresse. Formidable. Alors maintenant, on va tonifier un petit peu son visage. Alors, c'est l'avantage quand on est à distance, on n'a pas de masque. Donc, on frotte et on tapote ici pour mettre en place les résonateurs. Super. Alors maintenant, on va travailler un tout petit peu la respiration. Vous devez entendre ici ma petite pulsation que je fais avec mes doigts. Et je vais vous demander d'inspirer pendant 4 claquements de doigts, comme ceci, en gonflant votre ventre et en ne levant pas vos épaules. Et ensuite, vous allez souffler pendant 8 claquements de doigts. Et c'est quoi les rides? Alors, c'est peut-être c'est l'âge. Et donc, une fois que l'on a, lorsqu'on est dans la phase d'expiration, on fait rentrer son ventre. Donc, on va avoir le ventre comme ceci, le bas du ventre qui va sortir, et ensuite le ventre qui va rentrer pendant l'expiration. On y va, on inspire pendant 4. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle.
Inspire. Souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Après ce travail de décontraction et de détente de respiration, on fait un dernier exercice avant de laisser la place à Séverine pour le fil rouge. On va tonifier le diaphragme en tonifiant, en faisant l'exercice suivant. Alors, je vais vous demander de reproduire les exercices de respiration que l'on va faire ensemble. Donc, je redonne la pulsation, on va accélérer un petit peu et ça fait ça. À vous. À vous. À moi. À vous. À moi. À vous. À moi. À vous. Super. Et normalement, c'est mieux que le sport élec. Vous allez avoir des abdominaux de feu à la fin de la matinée. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour un petit échauffement vocal. Ça fait plaisir de voir des sourires et de l'enthousiasme ce matin. Séverine, la parole est à toi. Merci, en pleine forme et bien réveillée du coup. Alors, le fil rouge, comme tu l'as dit Mathias, donc après, une fois qu'on est en forme, l'idée, c'est de travailler sur l'accompagnement des élèves et il y a un dispositif phare en France qui est le dispositif Devoir fait. Et notamment, au sein de Devoir fait, il y a e-Devoir fait qui a été mis en œuvre dans des établissements. Mais ce sont des outils, hein, Devoir fait, e-Devoir fait, ce sont des outils, ce ne sont pas des solutions en elles-mêmes pour l'accompagnement des élèves. Ils ne peuvent atteindre leur but que si il y a un engagement fort des élèves, des enseignants, des personnels de l'éducation, bref, tous les acteurs de l'éducation, les parents notamment. Et donc, il faut vraiment s'inscrire dans une dynamique collective pour et réfléchir pour que cet accompagnement atteigne son but de réussite des élèves. Donc, c'est l'objet de la première partie de notre atelier. L'art du choix, oui, mais il ne peut se faire que s'il y a un engagement des élèves. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie Pinton, donc qui est IPR et qui est référente académique Devoir fait, et Rémi Hervé, qui est également IPR et qui est référent numérique. Vous voyez ma petite diapo? Voit. Super. Alors moi, je vous vois plus, ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Donc, ben voilà, me voilà en pleine forme pour vous parler de Devoir fait. Je vais vous parler un peu d'abord du dispositif Devoir fait et puis ensuite de comment e-Devoir fait et le numérique viennent s'inscrire là-dedans. Devoir fait, c'est une mesure d'équité sociale qui a été mise en place à la rentrée des vacances de la Toussaint 2017 et qui vise à accompagner le travail personnel de l'élève, les devoirs de l'élève, de tous les élèves, afin de réduire les inégalités parce que on sait très bien que ce travail personnel, il est plus facilement pris en charge par certaines familles. Donc, c'est un temps d'accompagnement du travail personnel qui s'adresse à des élèves volontaires et qui a plusieurs objectifs, donc au collège, hein, en cycle 4 et 3, de rendre les élèves plus autonomes dans leur travail, de les préparer au supérieur, de travailler à un lien entre l'école et les familles, et puis aussi que les équipes puissent s'appuyer sur ce travail personnel ou sur cette question des devoirs plutôt pour penser collectivement leur pratique. Alors, ça fait donc maintenant, vous l'aurez compris, donc rentrée 2017, peut-être 3 ans et demi que ce dispositif est mis en place dans les établissements. Alors, comment est-ce que ça fonctionne?
Eh bien, en fait, c'est très variable. Ça dépend beaucoup des établissements, et des établissements ont mis en place une diversité des dispositifs. C'est très variable parce qu'on cherche en fait à toucher tous les élèves et à accompagner le plus grand nombre. Alors, sous quelle modalité ça se déroule? Eh bien, parfois des créneaux sont inscrits en journée dans l'emploi du temps de l'élève. D'autres fois, on va sur le temps méridien ouvrir une salle avec des enseignants à disposition qui vont pouvoir répondre à des questions ponctuelles des élèves. Ou encore, parfois, on va proposer un temps d'accompagnement le soir après la classe. Et dans certains établissements, eh bien, tous ces temps d'accompagnement de l'élève se superposent, se juxtaposent, et ainsi, on va essayer de répondre à tous les besoins et au maximum de besoins. Donc, quelle est la place pour le numérique et pour le dispositif e-devoir fait là-dedans, dont parlait ma collègue Séverine? Je dirais que cette place pour le numérique, elle a toujours existé en présence dans l'établissement, mais sans doute qu'elle a été renforcée, ou que le besoin de numérique a été renforcé ou facilité par la crise sanitaire de mars dernier. Donc, on a mis en place un dispositif d'accompagnement du travail personnel de l'élève à distance. Dans certains établissements, dans l'académie de Poitiers, surtout des Deux-Sèvres, mais je sais que d'autres académies travaillent aussi à la mise en œuvre de ce dispositif d'accompagnement du travail personnel de l'élève à distance. Et ça a été particulièrement pensé et mis en œuvre, notamment dans des établissements qui sont isolés, et dans lesquels les élèves n'ont pas forcément la possibilité de rester sur le temps après la classe. Donc, il y a des transports scolaires, ils rentrent chez eux. Une fois qu'ils sont chez eux, ben, ils n'ont plus de possibilité d'être accompagnés. Ce dispositif d'accompagnement numérique à distance du travail, il a été sans doute facilité par la crise sanitaire, parce que les familles ont été un peu contraintes et forcées, obligées de s'acculturer aux outils numériques utilisés par l'école. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que peut-être les liens entre l'école et les familles ont été renforcés. Pour un certain nombre de familles qui n'avaient pas l'habitude de voir surgir l'école chez elles, qui n'avaient pas l'habitude de communiquer, de poser des questions aux enseignants, eh bien, ça a été, disons, rendu presque obligatoire dans certains cas. Donc, d'un engagement peut-être au départ un peu forcé, on essaye désormais de passer à un engagement choisi. Et je dirais que sur le papier, ça marche plutôt bien, puisque la demande des familles, quand on leur présente ce dispositif d'accompagnement à distance, elle est très forte. La demande des familles, elle est très forte. Le taux de connexion est un peu moins fort, parce que sans doute dans certains milieux, ou pour certains élèves, il n'y a pas une habitude de demander de l'aide à la maison. Donc là, il y a un travail à faire sur cette capacité, ou sur cette possibilité qu'il faut ouvrir aux élèves de demander de l'aide une fois qu'ils sont chez eux. Et puis, il y a sans doute un travail à faire aussi, donc en fait un travail à faire autour de la question de l'engagement, hein, finalement. Et puis, il y a sans doute un travail à faire aussi autour de l'outil numérique. Les outils numériques qui sont utilisés sont variables. La plateforme Big Blue Button est parfois mobilisée. La Google Suite Éducation est parfois utilisée. On a utilisé aussi la classe virtuelle du CNED, et je dirais que ça a été parfois un peu chaotique pour les familles, pour les élèves, de se retrouver tout seuls chez eux et d'avoir à se connecter avec ces outils. Dans certains établissements où le dispositif est mis en place dès la 6e, on observe quand même un fort taux de participation, et la mise en œuvre du dispositif e-devoir fait va se poursuivre sur les niveaux supérieurs, 5e, 4e, 3e. Et dans ces cas-là, on
peut espérer qu'il y aura un taux d'adhésion plus fort et que ce dispositif va pouvoir être mis en œuvre sur toute la continuité, sur tous les niveaux du collège, et notamment dans les niveaux 4e, 3e, on remarque que les élèves auraient un plus fort besoin d'accompagnement à la maison. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Peut-être que je peux laisser un peu la parole à Rémi. Et puis, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Très bien. Donc moi, je vais revenir. Alors, je ne vais pas aller tout de suite sur la partie numérique. J'en parlerai un petit peu. Je vais quand même me concentrer sur la question de l'engagement de tous les acteurs. Parce que, comme l'a dit Aurélie, effectivement, on a des dispositifs avec devoir fait, devoir fait, qui visent vraiment à accompagner les élèves pour leur permettre de se développer et de devenir autonomes dans la gestion de leurs devoirs. Pour autant, une réalité de terrain, c'est que c'est souvent les élèves qui en ont le moins besoin qui sont le plus volontaires et réciproquement. Donc, ça interroge toujours la question de l'engagement que peuvent avoir les élèves sur ces dispositifs, mais ça vaut aussi pour leur entourage, que ce soit du côté des parents. Et cette problématique de l'engagement est d'autant plus renforcée avec la question du devoir fait, puisqu'on va avoir ici un dispositif qui, excusez-moi le terme, est intrusif, c'est-à-dire qu'il va venir jusque dans la maison de l'élève, là où normalement il peut oublier l'école et vivre sa vie comme il l'entend, et il se retrouve avec des représentants de l'école qui sont présents à ses côtés. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on permet à l'élève de non seulement bien vivre la chose, mais vraiment d'avoir envie d'y aller et de s'engager dans le dispositif. Donc moi, quand je pense engagement de l'élève sur le devoir fait et devoir fait, je repense toujours à une vidéo que vous connaissez peut-être autour de l'impuissance acquise. C'est une petite expérience de sociologie qui a été largement revérifiée, testée, refaite et refaite encore. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je la décris très sommairement. Il s'agit dans la vidéo qui est là et que vous pourrez récupérer le lien, je vous la mettrai dans le chat tout à l'heure. C'est une enseignante qui, face à une classe d'étudiants en psychologie, leur propose une petite expérience où, en gros, elle leur soumet 3 anagrammes qu'elle va leur demander de traiter successivement, en précisant bien qu'on commence du plus simple au plus compliqué. Et pour dynamiser un peu le travail, elle leur demande de lever la main à chaque fois. Enfin, elle les fait en 3 temps, les 3 anagrammes, et de lever la main quand ils ont réussi. Il se trouve que les 2 moitiés de groupe n'ont pas les mêmes feuilles. Il y a un groupe qui a effectivement 3 anagrammes, dont les 2 premières sont simples. Là, on est sur du 3 caractères, 4 caractères. La troisième est nettement plus compliquée puisqu'on passe à 8 caractères. Et l'autre groupe a la même anagramme de 8 caractères, mais les 2 premières de 3 et 4 ne sont pas des anagrammes, il n'y a pas de solution. Et donc, on va observer que forcément, la moitié de la classe lève la main au bout de quelques secondes quand l'autre moitié échoue. Ça se reproduit sur les 2 premières, et surtout lorsqu'on arrive à la troisième, qui est pourtant commune à toute la classe, eh bien, on reproduit le même schéma. Ceux qui n'ont pas réussi à faire les 2 premières parce qu'elles n'étaient pas possibles ne réussissent pas non plus à faire la troisième. Et quand on les interroge, quand l'enseignante les interroge sur pourquoi, leur réponse est simple. Après les 2 premières, ils se sont sentis incompétents, et du coup, ils n'ont pas réussi à s'engager dans la tâche la troisième fois. Donc là, on est sur, moi, quand je vois cette activité, je pense toujours devoir. Parce que, en tant qu'enseignant, je l'ai vécu de nombreuses reprises, le nombre de fois où j'ai donné des devoirs à des élèves qu'ils n'ont pas été capables de faire chez eux et qui reviennent en classe et je vais les interroger sur le travail qu'ils ont fait. Et au bout d'un moment, je vais aller, moi, leur expliquer que l'important, c'est d'avoir essayé même s'ils n'ont pas réussi. À part que du côté des élèves, les dégâts sont faits. C'est-à-dire que pour eux, on leur donne une tâche et ils n'y parviennent pas. Et donc là, on a un problème de construction, dans un premier temps, de l'estime de soi qui se met en place. C'est-à-dire que l'élève, petit à petit, se convainc qu'il n'est pas capable de faire le travail qu'on lui demande. Il se convainc aussi que du coup, il n'y a pas forcément besoin d'y mettre de l'énergie à la maison, puisque de toute façon, il n'y arrivera pas. Dans un second temps, lorsque la situation commence à devenir critique, on peut aller jusqu'à une situation où l'élève finit par se replier sur aller sur une stratégie de repli qui consiste à considérer que ce n'est pas lui le problème, mais que c'est
au choix l'enseignant, l'enseignement, voire l'institution si ça se reproduit en plusieurs enseignements, et qui finit par se convaincre, c'est l'école qui ne veut pas de lui, qui ne le comprend pas et qui lui propose, et qui le met volontairement en échec. Donc on se retrouve là dans une situation qui amène des situations d'échec scolaire. Donc évidemment, il y a tout un travail à faire pour éviter cela, et c'est l'une des grandes problématiques autour de devoirs faits et de devoirs faits, c'est que le travail mené le travail sur devoirs faits doit amener une réflexion du côté des enseignants et de toute l'équipe pédagogique. À quoi ça sert un devoir et comment on fait pour qu'il soit constitutif du travail de l'élève et de son entrée non seulement de son développement en termes d'apprentissage, mais aussi de sa construction de son estime de soi, pour qu'il se sente capable de réussir, sachant qu'il faut que ce soit une réussite réelle. Il faut pas que ce soit une réussite artificielle, parce que ça, les élèves s'en rendent compte très vite quand on leur dit qu'ils ont fait quelque chose de bien, alors qu'en fait, ils ont rien fait. Donc, il y a toute une réflexion à avoir là, mais il y a aussi, derrière ça, pour rétablir ou construire, consolider confiance en soi et en l'institution, il y a une idée que le travail d'accompagnement d'élèves ne peut pas attendre devoir faire, il ne peut pas attendre et devoir faire. Il doit commencer dans la classe. Et c'est parce que on va convaincre l'élève qui rencontre des difficultés dans la classe que l'on est présent à ses côtés, que l'on va pouvoir lui donner envie de s'engager dans devoir faire. Et c'est parce que il est convaincu que devoir faire lui apporte quelque chose qu'on va réussir à le convaincre, peut-être réussir à le convaincre de s'engager dans et devoir faire, et donc de laisser l'école venir jusque chez lui. Alors après, l'élève n'est pas seul, il y a aussi sa famille. Et je suis navré, j'ai malheureusement pas la référence, mais j'ai eu écho d'une étude qui est parue il y a pas longtemps, qui a remis en évidence que on a souvent l'impression que les parents des élèves en difficulté s'engagent peu aux côtés de leurs enfants sur l'accompagnement du travail. Or, on a quand même pas mal d'éléments convergents qui disent que ce n'est pas le cas. Les parents s'engagent aux côtés de leurs enfants. La difficulté, c'est que très rapidement, au fur et à mesure qu'on monte en niveau, donc à partir du collège et plus encore au niveau du lycée, on va avoir un certain nombre de familles qui ne savent pas comment aider leur enfant. Parce qu'ils vont être dans du faire. Ils considèrent que aider l'enfant, c'est faire avec lui l'exercice. Or, ils vont rapidement se sentir dépassés au niveau des tâches demandées. Donc, eux-mêmes ne sont plus convaincus qu'ils sont capables de faire, et comme ils ne sont pas convaincus, ils n'osent plus. Et même s'ils sont aux côtés de leur enfant, on se retrouve avec une dynamique négative qui se met en place où les parents ne savent pas quoi faire, l'enfant du coup ne sait pas quoi faire non plus, et ça n'avance plus. Alors que ce que montrent les études, c'est pas plutôt que les familles où les élèves sont en réussite, souvent, les familles sont présentes aussi, mais moins. Par contre, ils vont être sur des actions plutôt au niveau de l'organisation et au niveau de la métacognition, en fait. Faire réfléchir à l'élève, qu'est-ce qui t'est demandé, pourquoi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Donc, on ne va pas chercher à contrôler ou faire, on va juste impulser une réflexion chez l'enfant. Donc, l'e-devoir fait à ce niveau-là, au travers de cet outil numérique qui permet d'arriver jusque dans la maison, c'est une opportunité, parce que c'est l'opportunité de réassocier les parents et d'avoir donc un travail qui n'est pas juste entre l'école et l'enfant, mais aussi entre l'école, l'enfant et les parents, pour aider les parents à retrouver une place dans la façon d'accompagner les élèves et d'aider, que l'aide à l'élève ne soit pas juste le temps et devoir fait, que ça soit aussi le temps qui va se prolonger derrière par un accompagnement par les parents qui va pouvoir retrouver un positionnement plus serein. Enfin, un autre acteur clé, c'est les enseignants. Alors, si j'ai mis enseignants, mais c'est aussi de façon générale tous les accompagnants de devoir fait et de devoir fait. Par le passé, j'ai moi-même eu l'occasion de faire une petite étude auprès d'enseignants en disant on est tous d'accord, les élèves ont besoin de gagner en compétences sur leur méthode de travail. Qui se sent d'aller aider les élèves sur leur méthode de travail? Et ce qui apparaît, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut aider les élèves sur la méthode de travail et que quasiment personne ne veut aller le faire pour la simple et bonne raison que la majorité des enseignants et des encadrants ne se sentent pas compétents en dehors de leur discipline pour conseiller les élèves sur la façon de travailler et sur ce que c'est que réussir. Cela, c'est aussi un élément clé pour faire fonctionner des dispositifs comme devoir fait et comme devoir fait, qui plus est
dans les devoirs faits où il y a tout un appareillage numérique qui se rajoute, qui lui aussi est source d'un sentiment d'incompétence. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement des enseignants à mettre pour les aider à se consolider eux-mêmes, à prendre confiance dans leur capacité à conseiller les élèves et à les accompagner dans leur méthode de travail et dans la façon de travailler sur les devoirs. Donc, c'est juste les points clés que je retiendrai de mon intervention que je crée un peu trop longue. Il faut penser le sens et l'articulation des devoirs. Il faut penser que l'accompagnement, ça commence dans la classe et que c'est parce qu'on aura commencé dans la classe qu'on pourra aller ensuite vers les autres accompagnements. Il faut valoriser avec sincérité l'élève pour qu'il puisse construire une confiance en soi, mais qui soit réelle et qu'il n'ait pas le sentiment qu'on essaye de lui faire croire qu'il fait des choses bien alors que lui a l'impression que ce n'est pas le cas. Il faut aider les parents à retrouver une juste place dans l'accompagnement d'élèves. Et puis, il faut étayer au niveau de l'institution et du chef d'établissement, aider les enseignants à eux-mêmes et les encadrants à trouver eux-mêmes une place pour avoir une action pensée, réfléchie et solide, où ils ont confiance en eux-mêmes sur leur capacité à aider les élèves à acquérir des bonnes méthodes de travail. Donc, voilà, je vous remercie. Merci Rémi. Merci Rémi. Et donc Mathias va nous présenter un échauffement musical pour mettre en forme pour la suite. C'est ça. Alors, merci beaucoup Séverine. J'espère que vous m'entendez comme il le faut. On va chanter un petit peu maintenant. On va se mettre en voix avec quelques petits exercices. Alors, je vais déplacer un tout petit peu mon écran pour que vous puissiez me voir du côté du piano, puisque je vais vous accompagner. Alors, vous allez pouvoir chanter chez vous en espérant que vous ne réveillerez pas les gens à proximité qui se trouvent autour de vous. Alors, j'espère que vous me voyez encore quand je me trouve ici. Et donc, on va faire un petit exercice bouche fermée pour se mettre en voix tranquillement. Alors, c'est très pratique, on n'a pas besoin d'aller à la chorale pour faire ça. Les enseignants ont aussi besoin de travailler sa voix pour pouvoir la projeter et pour pouvoir s'exprimer dans la classe. Et donc, la chauffer, ce sont des muscles. Et donc, ça nécessite qu'on la mette en voix. Alors, on va faire un petit exercice qui va être bouche fermée comme ceci. Donc, on va faire sur un M l'exercice suivant. Et ensuite, on va faire le même mouvement avec un N. Et ensuite, le même mouvement vocal avec un G. En fait, on va déplacer la langue et le voile du palais et le larynx en changeant la consonne bouche fermée. Donc, je vous fais les trois, ça fait M, N, G. On va le faire ensemble et je vais vous accompagner au piano. Alors ça fait ceci, 3 et... Ça va? Ça fonctionne? Vous entendez normalement ma voix plus le piano. Donc, et on va monter comme ça progressivement. À vous. Et... Encore deux montées et... un dernier. Alors cet exercice est super, ça fait travailler à la fois les résonateurs, on met en voix le larynx comme ceci et on chauffe doucement tout en travaillant le contrôle de sa respiration. Alors l'exercice suivant, on va faire 3 exercices en tout. Celui-ci va nous permettre d'étendre et de relâcher la mâchoire. Alors, il fait ceci, ça fait Zingamama, 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 zingamama. Alors, zingamama, la chanson à maman. Donc, zingamama. Alors, je vous refais, ça fait Zingamama, 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 zingamama. Et on essaye de relâcher sa mâchoire. Alors, on y va ensemble. 3 et...
on descend encore. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. On continue. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Et on continue. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Et on descend encore. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Un dernier. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Bon, allez, on continue. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Et un dernier. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Ça va? Alors, il faut bien penser le relâchement de la mâchoire quand on fait ce type d'exercice. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Un côté un peu droopy. Hein, vous vous souvenez de ce personnage de comics, un peu triste pour vraiment relâcher. Et je vous propose un dernier petit exercice maintenant pour qu'on gagne en tonicité et qu'on aille utiliser ce diaphragme qui nous sert de lance de départ de la fusée vocale. Alors, cet exercice fait ceci. Ça fait Zia, Zia. Et c'est parti. Alors, on y va. Ensemble, 3 et Et voilà, alors c'est rigolo, je me déplace après sur mon petit fauteuil comme si j'étais dans un fauteuil roulant, c'est fantastique. Je vous mets tout de suite dans le chat des liens pour aller découvrir l'ensemble des ressources pédagogiques mises en ligne pour ces échauffements vocaux. Et vous pourrez également voir des petites capsules vidéo que nous avons produites pour retrouver les exercices par vous-même et pouvoir les refaire si vous le souhaitez de chez vous, autant que vous le souhaitez pour ce travail. À tout à l'heure pour l'apprentissage d'un chant. Je te redonne la parole, Séverine, c'est à toi. Merci, merci. Là, on est bien détendu et on parle avec fluidité du coup maintenant. Alors, pour revenir sur Devoir fait, il y a eu des interventions sur le chat, justement des questions sur l'accès au numérique des élèves, et ça c'est un vrai sujet quand on veut développer le numérique, parce qu'on peut avoir d'une part la faiblesse de la culture numérique des élèves et des familles, mais aussi le choc des cultures numériques. Donc culture smartphone, culture ordinateur, voilà, c'est un aspect de la fracture numérique. Donc ça va être notre deuxième partie d'atelier, l'ère du choix, avec Emmanuel Allard, donc, qui est notre délégué académique au numérique, et Cécile Bettermin, qui est IAIPR, et également CARDI, donc cellule d'appui à la recherche, développement, l'innovation en éducation. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, sûrement que si. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Voilà. Merci. On va très vite passer la première page, qui était donc sur la culture numérique et l'ère du choix. Donc l'ère du choix, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on ne peut plus ignorer, en fin de compte? Est-ce qu'on a vraiment le choix de l'ignorer? Et donc ce numérique est-il encore dans un choix possible? Donc sur la diapo suivante, je me suis posé la question, tout simplement. Tu peux changer de diapo, merci Mathias. Que représente le numérique aujourd'hui? Donc là, c'est vraiment une question que j'ai voulu globale, sortir un petit peu du contexte éducation. On a connu la démocratisation des ordinateurs, d'Internet, qui au début était vraiment réservée à une sphère scientifique et technique. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un fait social total, hein, comme le concept de Marcel Mauss l'indique. Et Jean-François Cerisier, qu'on connaît bien à Poitiers, appuie beaucoup sur cette transformation de l'ensemble de la société et de toutes les institutions. Donc forcément, on a là un nouveau paradigme, quelque chose qui interroge
Et dans cette ère du choix, on se sent souvent obligé de passer par le numérique. Sur la diapo suivante, je me demande justement quelle nécessaire culture numérique acquérir, interroger. Et là, je suis simplement parti du mot culture. En fin de compte, la culture en grande partie, même la culture en général, passe par le numérique. On constate une marchandisation de la culture par les géants de la toile, une transformation de la culture, mais aussi de l'économie, de nos liens sociaux, et tout ça s'est bouleversé. L'accès aux plateformes numériques, avec ces grandes questions sur la consommation, l'appropriation des formes de démocratisation dont on parle beaucoup, on a vraiment là un sujet sur cette culture. Et donc, cette culture numérique, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de vouloir appréhender, comprendre et utiliser le numérique au quotidien? On est dans un nouveau monde, on est forcément dans un monde qui interroge. Pour cela, pour essayer de comprendre et pour essayer d'accompagner nos élèves, l'éducation nationale s'est inscrite dans une démarche autour du CRCN, donc le cadre de référence des compétences numériques, qui pourrait peut-être nous aider à avancer pour cette compréhension de ce monde numérique. Donc sur la diapo suivante, merci. Sur la diapo suivante, on est ici sur une définition des différents domaines qui ont pu être identifiés pour permettre aux élèves, mais pas que, à l'ensemble des éducateurs, et c'est un cadre de référence qui s'appuie sur un cadre européen. Donc la volonté, c'est vraiment d'avoir une vision commune au niveau de l'Europe sur les informations et les données. Là, on sait qu'il y a vraiment un enjeu primordial et des enjeux commerciaux en plus des enjeux sociétaux. La communication et la collaboration, où là, on est vraiment sur la nécessité de maîtriser le numérique. Et même les gens qui aujourd'hui ne souhaiteraient pas utiliser le numérique ont de moins en moins de choix de ne pas pouvoir l'utiliser. Par contre, au niveau création de contenu, là, on a tout un univers qui s'ouvre à nous. En fin de compte, on a une démocratisation de l'accès à la création. Et là, on a certainement une richesse à suivre et à développer. Pour les environnements numériques, on sait qu'il y a souvent des problèmes techniques. Et là, dans ces environnements numériques, il faut savoir aussi, et ça peut faire partie des fois de la fracture, c'est qu'on a beau avoir un matériel, si on a le moindre problème et qu'on ne sait pas du tout le résoudre, eh bien, on a des étapes, on doit aussi un petit peu apprendre. Je parlerai un petit peu en parallèle du permis de conduire pour le numérique, pour pouvoir s'en tirer sur une machine. Et pour finir, le cinquième grand domaine, on est vraiment sur la protection et la sécurité, où là, on se rend compte, même si on est en virtuel, eh bien, il y a pas mal d'éléments, de choses dans notre nouvel environnement qui peut nous échapper. Et donc là, comment faire pour essayer d'emmener tout le monde dans ce cadre et surtout de les emmener à développer leurs compétences. Alors, sur la diapo suivante, je rappelle très rapidement que puisqu'on est sur un cadre, l'idée, c'est de définir des niveaux de maîtrise. Et donc là, ce CRCN développe un certain nombre de niveaux de maîtrise où on voit qu'on passe forcément de novice pour aller jusqu'à expert, mais il y a suffisamment de niveaux pour que chacun puisse se retrouver dans chaque domaine. Alors la question, parce que c'est pas nouveau, cette idée d'essayer d'accompagner les gens et de vouloir développer leurs compétences. Mais ce qui est nouveau quand même, et ça existe maintenant en expérimental depuis quelques années, mais vraiment en développement massif depuis cette année, c'est un outil comme Pix. Et donc là, sur la diapo suivante, on se rend compte que là, on va peut-être avoir un outil pour cultiver les compétences numériques. Alors là, ici, cet outil, on n'est pas habitué à avoir des plateformes de cette nature-là. On entre vraiment, je pense, qu'avec Pix dans une nouvelle ère, puisque déjà, on a un accès gratuit, qu'on soit dans le cadre scolaire ou pas. On peut accéder gratuitement à Pix. On peut aussi progresser à son rythme. Ça veut dire qu'on n'est pas guidé par quelqu'un, on n'est pas guidé par un cadre.
on peut être accompagné dans le cadre de l'école, mais chacun peut aller à son rythme. Et surtout, au final, on pourra faire reconnaître nos compétences. Donc, on a vraiment toute une démarche sur ces compétences numériques qui permet d'accompagner tout un chacun pour se développer. Sur la diapo suivante, on retrouve les domaines. On retrouve les domaines qui étaient dans le CRCN, ce fameux cadre de référence des compétences numériques. Et donc, tu peux la faire apparaître, Mathias, merci. Voilà, merci. Et pour aller un petit peu plus loin sur ces différentes compétences, c'est qu'aujourd'hui, les informations et les données, on y accède tellement facilement qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, on ne va plus dans la bibliothèque, on ne va plus demander à quelqu'un, on prend son smartphone, on tape sur le moteur de recherche préféré, qui est souvent le même. Là aussi, on peut peut-être se poser des questions. On tape la question et on a instantanément accès aux informations, aux données. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une acculturation à avoir par rapport à cet accès aux informations, parce que déjà, comment faire le tri entre la bonne information de la mauvaise? On parle de fake news, on parle de fichiers ou de vidéos partagées sur différents thèmes. Chacun peut exprimer ses idées, mais ça veut dire aussi que chacun peut les prendre comme argent comptant. Et donc là, il y a toute une culture à travailler autour de ces documents, ces informations, ces données. Alors, on reste aussi pragmatique avec des utilisations de tableurs et de fichiers. Pour ma part, je pense vraiment le gros pavé dans ce côté-là, c'est vraiment la veille d'informations, la recherche d'informations et comment faire en sorte que cette quantité extraordinaire d'informations qui est à notre disposition ne nous écrase pas et qu'on puisse faire du tri et pouvoir s'épanouir au milieu de l'ensemble de toutes ces informations et toutes ces données. Le deuxième volet, vraiment, qui est la communication et la collaboration, on se rend compte qu'aujourd'hui, on trouve tellement naturel d'interagir comme ça à distance, d'être ensemble, de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, de pouvoir visualiser des éléments. En fin de compte, le numérique nous permet d'avoir un monde virtuel extraordinaire. Il faut aussi prendre conscience que ce monde virtuel, comme dans le monde réel, il y a des comportements à acquérir. C'est tout ce qu'on appelle la citoyenneté. Et donc, dès qu'on l'emmène sur le numérique, on va parler d'e-citoyenneté. Et là, on a beaucoup à apprendre. Et je pense que c'est un accompagnement à permettre aux élèves d'appréhender l'ensemble des outils institutionnels, mais pas que. Il faut être curieux, il faut aller voir tout ce qu'il y a dans l'environnement des élèves et partager avec l'environnement des élèves pour leur permettre d'apprendre. Même si certains ne sont pas très respectueux des données dans ces outils, il faut, je pense, les aider à comprendre. La création de contenu, donc là j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec le CRCN, c'est vraiment ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrive maintenant, on trouve normal de créer des documents textes, de pouvoir en gros éditer un livre, de pouvoir travailler du son, de pouvoir travailler la vidéo. Tout ça, on a des outils extraordinaires grâce au numérique, mais c'est une culture aussi à avoir que le travail pour créer tout ça, c'est justement un travail. Et donc reconnaître que les personnes qui ont créé ont un droit d'auteur. Et le minimum est de citer les personnes sur lesquelles on prend les informations. Et là, il y a un très, très gros travail aussi pour accompagner les élèves, mais pas que, parce qu'on se rend compte que souvent, on va chercher des vidéos, on va chercher telle ou telle ressource, et on oublie de se poser la question de qui l'a fait, comment ça a été construit et quel droit on a par rapport à l'utilisation de ces données. Et le pire, c'est surtout sur les images, les simples images que l'on trouve à profusion sur Internet. La protection des données et la sécurité. Là, c'est vraiment quelque chose où on a besoin d'une acculturation parce que par défaut, on considère que lorsqu'on est devant son ordinateur, devant son appareil numérique, on est dans un environnement, on va dire, sécurisé. On sait que autour de nous, on ne risque rien. Et on oublie souvent que cet outil est une porte ouverte vers l'extérieur, mais cet extérieur peut facilement rentrer sur notre ordinateur aussi si on n'y fait pas attention. Donc, il y a toute la partie
protection des outils que l'on utilise. Et un exemple d'actualité, hein, c'est par exemple nos plateformes de communication, hein, qui ont été mises à mal pendant cette semaine. Certes, il y avait un nombre d'élèves conséquent, mais il y avait aussi des attaques, alors des attaques de pirates. On peut se dire comment les pirates informatiques peuvent aller attaquer une plateforme. En fin de compte, le principe est vraiment tout simple, c'est de se dire que il va essayer d'accéder à la plateforme. Alors, quand il le fait depuis son ordinateur sur une plateforme, ça n'a pas trop d'impact. Lorsque cette même personne envoie on peut appeler ça les petits virus, hein, des petits virus sur une multitude d'ordinateurs, et l'activité de ce virus, c'est à tel instant de se positionner sur la plateforme, eh bien, ça fait des millions et des millions d'accès en même temps sur une même plateforme, et le but, c'est d'écrouler cette plateforme. Donc, nous, avec notre ordinateur, sans s'en rendre compte, si ça se trouve, on a participé à faire écrouler les plateformes de l'éducation, alors qu'on n'en avait pas du tout la volonté. Donc, cette culture des logiciels espions, ces petits outils qui viennent s'installer sans que nous, on soit au courant, c'est vraiment important. Deuxième volet, c'est vraiment aussi de comprendre que s'il y a des grosses industries qui se développent et qui arrivent à fournir des outils gratuits, c'est peut-être ils arrivent à récupérer des choses qui, elles, sont monnayables. Et donc, ces données personnelles, il y a vraiment une culture à faire comprendre que lorsqu'on va sur Internet, lorsqu'on va utiliser des outils numériques, on est dans un cadre où on construit une identité numérique. Et cette identité numérique a de la valeur, cette identité numérique nous est propre, et il faut en prendre conscience. Hein. Souvent, beaucoup d'élèves n'ont pas cette conscience, et il faut les accompagner pour en prendre conscience et la préserver au maximum. Donc voilà pour ensuite, il y a aussi les environnements avec les différents problèmes qu'on peut avoir. Mais en fin de compte, cet environnement PICS permet, à travers une multitude d'activités, de construire un niveau de connaissances et de compétences qui vont petit à petit permettre d'acculturer les élèves et donc de leur permettre de se construire cette culture numérique. Alors, la diapo suivante nous présente la façon de construire tout ça. Et pour moi, c'est vraiment la plus-value de cet outil PICS. C'est lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on dit qu'on sait faire quelque chose, on doit en apporter la preuve. Et on en apporte la preuve en faisant des manipulations dans le réel, pas sur une simple simulation. On est vraiment dans le réel, à aller chercher des informations, et on doit trouver la bonne information. On est donc dans cette mise en situation qui est vraiment très intéressante à travers différents défis interactifs. Et donc, je pense qu'en utilisant ce type de plateforme, on arrive à créer une culture numérique. Et là, c'est vraiment la volonté vers laquelle on veut aller. Mais il y a quand même, pour moi, quelques questions à se poser. Est-ce qu'avec ce type de plateforme, où les choses sont cadrées, les choses sont dirigées, même si on est relativement libre de construire ce que l'on apprend, est-ce qu'on ne construit pas une culture numérique encadrée? On est aujourd'hui donc avec ces plateformes qui utilisent des technologies d'apprentissage vraiment bien structurées, qui s'adaptent au profil de l'élève. C'est vrai que c'est vraiment fabuleux, mais qu'en est-il de l'impact donc de cette intelligence artificielle sur l'éducation? Là, je me dis, un avantage certain, c'est le suivi pédagogique individualisé de l'élève. On a vraiment un outil là qui va être absolument fabuleux. On en est dans les prémices. On commence à voir avec les EdTech de nombreux outils qui vont intégrer ce type de fonctionnalités. Et là, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Deuxième point, c'est bien sûr la possibilité d'une remédiation simplifiée et mieux ciblée pour l'enseignant. Mais une question qui me vient très très vite aussi, c'est cette IA, cette intelligence artificielle, est-elle vraiment plus qu'un simple algorithme sophistiqué? Parce que vous savez bien, lorsqu'on définit des scénarios, on définit des hypothèses, et suivant les différents scénarios et hypothèses, l'élève se construit sa culture numérique à travers ces différentes expériences.
Mais une question qui me vient, et je n'aurai pas la réponse, je sais qu'il y a un autre atelier cet après-midi qui va se poser des questions là-dessus, c'est l'auto-apprentissage des machines guidera-t-elle l'apprentissage des élèves? Et la réelle question, c'est, je me dis, est-ce qu'on va vers un environnement où, en fin de compte, cet auto-apprentissage avec l'intelligence artificielle qui va petit à petit permettre aux algorithmes de se développer eux-mêmes et d'être de plus en plus poussés, est-ce qu'on arrive dans une sphère qu'on pourrait appeler la science-fiction quasiment, mais quelle influence ça aura sur l'apprentissage de l'élève? Et je pense que là, on a vraiment tout un questionnement et donc une culture numérique à se construire tous ensemble. Quand je parle des élèves, c'est la base parce que c'est eux qui vont nous permettre d'avancer. Mais je pense que toute la société a besoin de ces cultures numériques pour arriver à se poser les bonnes questions. Donc voilà sur une petite présentation rapide de la culture numérique. Merci Emmanuel. On laisse tout de suite la parole à Cécile qui va parler de la peur du choix. Oui, ouais. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Je vais essayer, en tout cas. Voilà, bonjour à tous. Mathias, si tu pouvais partager ton écran avec la peur du choix, je vais essayer de faire plus vite que prévu pour essayer de rattraper un petit peu le temps. Bonjour, Madame Reynard, ravie de vous rencontrer ce matin. Alors, je voulais juste parler, moi, de la peur du choix. Parce que, avec un petit titre un peu provocateur, quand numérique et innovation s'en mêlent et s'en mêlent. Alors, s'en mêlent parce qu'on a souvent associé innovation et numérique, ce qui n'est pas juste, entre guillemets. Pourquoi? Parce que d'abord, l'innovation n'a pas besoin de numérique. L'innovation, c'est un concept assez flou, mais pour autant, on s'accorde à dire que c'est un processus de changement. Et c'est un processus de changement qui est très contextualisé, avec une temporalité qui est longue, une démarche qui est toujours collective. Mais pour autant, il est clair que le numérique et l'innovation, on y trouve des similitudes, puisque quand on dit changement, on a bien vu depuis un an que le numérique avait transporté, j'allais dire, tout le monde vers des pas de côté obligés, sans véritablement choix de le faire ou de ne pas le faire, puisqu'il avait fallu très rapidement travailler aux apprentissages à distance ou à des modalités d'hybridation complètement nouvelles. Donc le numérique, c'est aussi du changement. Ça, c'est clair, c'est contextualisé également. Mais c'est contextualisé à différentes échelles parce que ça provoque un rapport à l'individu et à sa propre culture, à la fois numérique, son propre parcours, sa propre histoire. Et donc, ça renvoie aussi à des systèmes de miroir de soi par rapport à ses élèves. Pourquoi? Parce que nos élèves souvent sont beaucoup plus à l'aise avec les outils numériques que les enseignants et que nous aussi, parfois, personnel d'encadrement. Et donc, ça introduit une forme de peur de se lancer, le peur de ne pas être dans la posture habituelle de l'enseignant qui finalement sait plus, c'est mieux. Et c'est la raison pour laquelle on a vu émerger des besoins de formation identifiés à partir d'une propre réflexivité autour de ces compétences, qu'ils soient numériques, mais aussi pédagogiques et didactiques, parce que ça a un peu remis tous ces éléments-là en question. Donc, le numérique, il impose forcément un choix. Il impose un choix, c'est-à-dire pourquoi j'utilise le numérique. Alors, pourquoi en un seul mot, mais pourquoi faire aussi. Pour quel choix pédagogique, pour quel choix didactique, quels outils je vais utiliser et quelle plus-value finalement, pour qui je vais les utiliser, parce que derrière l'utilisation du numérique dans la classe, il y a aussi la question de conforter ou en tout cas de construire les compétences numériques des élèves. Donc, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre le numérique de l'enseignant et la construction des compétences numériques pour les élèves? Emmanuel vient d'en parler, surtout quelle plus-value. Donc, finalement, c'est un enjeu assez systémique. Et vous avez ici quelques petits éléments que j'ai repris d'un extrait que vous pourrez lire plus tard, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais pour autant, vous voyez quelques éléments qui montrent bien que finalement, dans le numérique, il y a des potentialités qu'il convient, on dit, de transformer pour rendre effectives ces potentialités, que les outils amènent, on va dire, des éléments de collaboration qui constituent eux-mêmes un levier pour innover, pour les enseignants, qui ouvrent la voie vers une amélioration des résultats scolaires, mais aussi vers le développement de nouvelles habiletés sociales et cognitives pour tous. Et ça, c'est extrêmement important. Emmanuel en a un petit peu parlé, on les retrouve ici. Et puis, je voudrais insister, vous lirez ces petites citations un petit peu plus tard, mais je voulais insister sur la dernière, l'importance des croyances, de la compétence et de la gestion du temps dans la mise en œuvre des outils qui font de nouvelles pratiques sociales
qui conjugue à la fois du local, du distant, du synchrone et de l'asynchrone. C'est-à-dire que finalement, c'est toutes les temporalités de l'enseignement qui sont remises en cause. Ce sont les postures qui sont bouleversées. Et on le voit bien, nous enseignants, enfin vous enseignants et nous personnels d'encadrement, à tel point que le temps s'étire finalement avec l'utilisation de ces outils numériques de visioconférence, etc. Et que finalement, tous ces éléments nous bouleversent la société. Emmanuel l'a dit tout à l'heure, mais bouleversent aussi notre quotidien. Et donc, pour autant, il se conjugue avec une forme de peur d'innover, en tout cas de peur d'utiliser ce numérique, évidemment, avec des dimensions qui sont diverses, des dimensions techniques. Est-ce que ça va fonctionner? On sait bien que voilà, ce matin, la plateforme nous suit, la technique suit. La semaine, quand on a fait la journée de l'innovation, la technique suit, donc tout va. Pour autant, chez les enseignants, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je voulais donc travailler avec vous rapidement sur cette espèce de peur du changement qui est liée à plusieurs éléments. D'abord, si on regarde un petit peu la diapo suivante, Mathias, s'il te plaît, si tu peux passer la diapo suivante, merci. De quoi a-t-on peur véritablement? Alors, l'innovation, c'est vu comme une action qui se traduit par une production nouvelle, où on vise évidemment l'amélioration des modalités pédagogiques, à la fois comme un processus avec une temporalité et des étapes. Donc, c'est très proche de l'idée de mouvement et c'est aussi un droit à l'erreur. Quand on a aussi avec le numérique, on voit très bien aussi qu'on est constamment entre deux eaux. Est-ce qu'on utilise le numérique? En a-t-on véritablement besoin? Pourquoi? J'en ai parlé tout à l'heure. Avec le droit à l'erreur, ça c'est extrêmement important parce que quand on utilise le numérique et quand on utilise une nouvelle application, quand on redéfinit un scénario pédagogique avec du numérique, ben, finalement on expérimente. On expérimente en permanence et on n'a absolument parfois aucune vue sur le résultat. C'est-à-dire que il faut se donner ce droit à l'erreur, et ce droit à l'erreur qu'on donne souvent à nos élèves, les enseignants ont du mal quand même à se l'accorder. Mais la peur, ici, la peur du choix du numérique finalement dans ces modalités pédagogiques est directement liée à un certain nombre de croyances récurrentes, et ces croyances, elles viennent parfois du fait qu'on a un petit peu de mal à se demander si finalement on peut changer de posture et travailler sur ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Alors, vous avez à l'écran des éléments autour de cette mentalité de croissance. Hein. Je voudrais vous parler de ce que les Québécois appellent the growth mindset, c'est-à-dire qui se traduit par la mentalité de croissance. Et cette mentalité de croissance, elle a été explorée par une psychologue, une professeure de psychologie sociale à Stanford qui s'appelle Carol Dweck, et qui dit que la perception de nous-mêmes que nous choisissons d'adopter influence les choix que nous faisons. Et ça veut dire que les croyances que nous avons face à notre personnalité, face à notre intelligence, à notre caractère, à notre capacité d'adaptation, déterminent notre capacité à atteindre ce qu'on appelle, ou ce qu'elle appelle, le plein potentiel. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi la théorie de l'élastique. Et vous l'avez ici à travers cette petite flèche, double flèche, mentalité fixe, mentalité de croissance. C'est comme un élastique, c'est-à-dire qu'on est en permanence en tension entre les deux. Et finalement, l'élastique a tendance à nous porter vers la mentalité fixe, c'est-à-dire à rester dans notre zone de confort. Est-ce qu'on sait faire? Est-ce on a l'impression en tout cas qu'on ne pourra pas progresser? Et le numérique a produit ce type de choses-là aussi il y a un an, c'est-à-dire une sensation finalement d'être submergé par un certain nombre de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles modalités dont il a fallu s'approprier les éléments essentiels. Et donc, certains enseignants sont restés un petit peu sur l'élastique, on va dire, de gauche, la mentalité fixe, et ont eu du mal à aller vers la mentalité de croissance, et c'est complètement normal. Et la mentalité de croissance, finalement, c'est croire qu'on peut se développer, c'est-à-dire qu'on peut toujours aller plus loin avec trois éléments que vous avez aussi, E plus S plus A, c'est-à-dire l'effort, les stratégies et surtout l'aide des autres. Et en fait, on a bien vu aussi qu'avec le confinement et avec le non-choix d'utiliser le numérique finalement, ou en tout cas le choix de l'utiliser comme on le voulait, mais finalement un choix relativement restreint, on a vu se développer beaucoup de collectifs de travail et une entraide entre pairs, entre enseignants qui a été particulièrement intéressante. Autrement dit, si on veut ouvrir la porte, c'est-à-dire si on veut aller vers un plein potentiel et l'amélioration continue, il y a quelques conditions. Et la première condition, c'est la connaissance de soi. Et tout à l'heure, Rémi a parlé des compétences métacognitives qu'on est censé construire avec les élèves, par exemple.
On a aussi parlé des soft skills, dont on entend beaucoup parler aussi. Et tout ça, ce sont des éléments extrêmement décisifs. Et la connaissance de soi, c'est un élément essentiel de la croissance. Donc, en fait, pour pouvoir utiliser finalement et pouvoir se lancer et pour, on va dire, contourner la question de la peur, il faudrait qu'on ait conscience de nos réglages, on dit par défaut. Et un choix à ce moment-là s'impose. Et c'est ce que définit Maxwell quand il parle des 15 lois inestimables de la croissance, donc la loi d'élastique dont je viens de vous parler. Et la loi d'élastique, c'est la 10e loi de la croissance. Et elle est imagée parce qu'elle correspond exactement à ce que nous vivons au quotidien. On se promène donc en permanence et on est en tension permanente, et on oublie trop souvent que les neurosciences le disent. Nous sommes normalement tous programmés pour être en changement, pour être en mouvement, pour chercher de nouvelles choses, pour expérimenter. Et donc, quand la tension diminue entre ce qu'on est et ce qu'on pourrait devenir, eh bien, la croissance, elle cesse. Et donc, il faut cultiver cette tension dite inconfortable. Il faut cultiver finalement, trouver les leviers pour dépasser cette peur et cette peur du vide, de l'inconnu. Et le numérique, c'est ce que ça nous donne, ce vide, cet inconnu parfois. Et une fois de plus, tout à l'heure, je vous ai parlé d'innovation, que c'était très contextualisé, mais en fonction du parcours que l'on a, du rapport au numérique que l'on a construit, en fonction de l'âge aussi, incontestablement, on voit que les enseignants qui sont un peu plus âgés, on va dire, ont eu un peu plus de mal parfois, et il n'y a pas du tout de règles strictes là-dessus. Donc, il faut cultiver ce qu'on appelle la tension inconfortable. Alors, vous regarderez le petit schéma qui est en dessous. Il y a 4 étapes finalement, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on soit en mesure de passer, quand vous avez complètement à gauche les 4 petits ronds, je les reprends moi aussi parce que je ne les ai pas très bien, confortablement confortable, c'est clairement le premier stade dans la zone de confort. Ensuite, il faut inconfortablement confortable, c'est-à-dire qu'on sent bien que finalement, on s'ennuie. Et c'est valable pour les élèves aussi, c'est-à-dire que la zone proximale de développement, on sait bien que pour que les élèves s'engagent, il faut être pas trop loin, mais pas trop près non plus. Donc, il y a un équilibre à trouver. Ensuite, il faudrait être, quand vous passez la petite ligne rouge, là, vous êtes déjà dans l'expérimentation, vous tentez des choses, vous êtes dans cet inconnu et vous êtes inconfortablement inconfortable. C'est la zone, finalement, la plus compliquée. Et puis, quand vous atteignez ou vous êtes près de cette mentalité de croissance, eh bien, vous êtes confortablement inconfortable. C'est-à-dire, finalement, la zone de risque que vous avez prise vous provoque, on va dire, du désir, de l'envie, de la satisfaction. Et ça, c'est vraiment une histoire de choix. Et c'est la raison pour laquelle cette peur du choix, finalement, peut nous amener vers ce plein potentiel et en tout cas cette mentalité de croissance. Donc, en fait, pour atteindre son plein potentiel, il faut être prêt, il faut choisir de devenir confortablement inconfortable. Et il faut passer la barrière de la terreur, il faut persévérer, et surtout quand le défi est de taille. Et c'est aussi la loi du miroir que vous pourrez lire chez Maxwell, qui est extrêmement intéressante, et l'intentionnalité, c'est-à-dire que la croissance, ce n'est pas un hasard, la dynamique de Maslow nous le montre aussi, c'est vraiment la question du choix, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs personnels réalisables, ambitieux, ils nous inspirent, on peut y croire, on peut agir et on peut atteindre ces éléments-là. C'est quelque chose que l'on construit aussi au niveau personnel, mais aussi dans un collectif de travail. Et on dit qu'on n'a jamais complètement changé notre pratique tant qu'on n'a pas changé quelque chose que l'on fait chaque jour. Et finalement, le numérique nous permet d'instiller, de distiller quelques petites choses, des rituels d'entrée en classe avec des petits outils comme des quiz, par exemple, de la communication avec les élèves, toutes les questions autour de la collaboration, qui font en fait finalement changer des micro-gestes. Et là, on est véritablement bien dans l'innovation ou alors je ne m'y connais pas. Et tous les éléments sont extrêmement intéressants, c'est-à-dire que finalement, le numérique nous a obligés à pratiquer ce qu'on appelle la théorie d'action. Et donc, il nous a obligés finalement à être des praticiens réflexifs constants, à tenter. Et vous avez ici le petit schéma du processus d'amélioration continue, qui finalement est un cercle vertueux, mais qui nécessite de faire ce choix de dépassement de soi. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas explosé mon temps. J'ai essayé de faire très vite, mais j'ai dit les éléments essentiels. Je n'ai pas eu le temps de regarder le chat. Alors, une crainte institutionnelle que ressentir les empêcherait de sortir, absolument. Il y a une crainte institutionnelle, il y a une crainte sociale, mais c'est aussi, je pense, lié à une temporalité qu'il nous faut définir, c'est-à-dire que pour se développer comme ça et pour pouvoir être à l'aise, il faut du temps, et souvent le temps pédagogique n'est pas celui du temps politique, on le sait bien,
Et donc, la conciliation des deux, et en tout cas l'équilibre à trouver, est quand même assez élément et assez compliqué. Et en effet, Aurélie, tu as raison, on ne travaille pas assez à partir de ces croyances en formation. Moi, je dis toujours à mes équipes innovantes, il faut passer des croyances aux références. Et quand on est un praticien réflexif et qu'on se regarde pédaler, quand on utilise une application numérique et qu'on se donne quelques indicateurs pour dire si j'utilise ça, quelle plus-value j'y vois et comment je le mesure. Et forcément, quand on regarde ça et qu'on observe la vraie plus-value chez les élèves notamment et chez soi-même éventuellement aussi dans ces pratiques, eh bien, on a envie d'aller plus loin, on a envie de continuer. Et donc, ça nous donne, on va dire, des éléments pour passer dans la zone de confort et aller vers l'acconfortablement confortable, entre guillemets. Mais ça nécessite aussi de faire ce choix de vouloir y aller. Et ce n'est pas forcément tout à fait simple. Voilà, est-ce que je regarde si… Merci Rémi pour tous ces éléments. Je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai d'autres éléments. Le positionnement, le concept, le contrôle, évidemment. Hein. La pédagogie transversale sur le projet dans les écoles, absolument. Tous ces éléments-là sont directement liés aussi au choix que l'on peut faire. Ça s'accompagne, hein, le choix, j'allais dire, d'aller au-delà. Et cette culture, j'allais dire, du développement professionnel continu, c'est quelque chose qui est parfaitement ancré dans les enseignants parce que longtemps, la croyance était que finalement, pour être enseignant, ça relevait avant tout, en tout cas, pour une part non négligeable en tout cas, d'une vocation. Et quand on parle de la vocation, il y a quand même un appel un peu divin sur cet élément-là et d'aptitudes particulières, alors que, oui, des aptitudes particulières pour enseigner, certes, du dévouement, sans doute, mais du développement professionnel tout au long de la vie, ça, oui, c'est sûr. Et tous les métiers, et encore davantage celui d'enseignant, on peut passer par des moments de doute, par des moments de découragement, d'incapacité à faire parce qu'on n'a jamais appris à le faire. Et le numérique nous a mis dans cette situation-là où on n'avait plus le choix de faire ce qu'on nous avait jamais appris à faire. Et pour autant, on a aussi pour tous mesuré notre capacité d'adaptation, d'agilité, j'allais dire, et de résilience. Et il me semble que quelque chose ici s'est véritablement passé. Merci. On laisse la parole à Mathias. Alors, merci beaucoup Cécile. On va justement prendre un petit temps de confort inconfortable, peut-être pour certains d'entre vous. Et je vous propose de passer dans cette zone de croissance en apprenant un petit chant sur lequel on a utilisé quelques outils numériques que je vous ferai partager par la suite pour qu'on puisse chanter en polyphonie à distance avec toutes les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Et le numérique nous aide justement à enjamber l'éloignement de nos pratiques. Alors, je vous propose de vous relever si vous le souhaitez pour un petit moment musical de quelques minutes. Et puis, alors, je vous propose de refaire la même gestuelle et vocalement la même chose, que j'imagine que maintenant tout le monde autour de vous est réveillé et levé. Donc, ça fait ceci. Dum, 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 dum. On le fait ensemble. Allez, c'est parti. Et dum, 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 dum. Alors, ces gestes sont issus de la méthode Kodak, qui était une méthode développée par un compositeur hongrois à la fin du 19e siècle, permettant d'associer le geste au développement collectif du son. On refait. Et dum, 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 dum. Une deuxième fois. Dum, 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 dum. Je vous ai mis, vous avez à l'écran la petite chanson que nous allons faire et apprendre maintenant. Je vous la chante une fois. Si, do, la, da, yakusine, la, do, bana. Si, do, la, da, yakusine, la, do, bana. Vous répétez après moi. Si, do, la, da. À vous. Si, do, la, da. À moi. Si, do, la, da. À vous. Si, do, la, da. À moi. Yakusine, la, do, bana. À vous.
Yakusine la do bana. À moi. Yakusine la do bana. À vous. Yakusine la do bana. On enchaîne. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. À vous. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. Encore. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. À moi. Bana, bana. À vous. Bana, bana. Encore. Bana, bana. À moi. Yakusine la do bana. À vous. Yakusine la do bana. Encore. Yakusine la do bana. On fait toute la deuxième phrase. Bana, bana. Yakusine la do bana. Ensemble. Bana, bana. Yakusine la do bana. On enchaîne avec la première phrase. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. Phrase 2. Bana, bana. Yakusine la do bana. Bana, bana. Yakusine la do bana. Et enfin, on en prend la troisième phrase. Ah, bana. À vous. Ah, bana. Deuxième fois. Ah, bana. À vous. Ah, bana. La suite. Yakusine la do bana. À vous. Yakusine la do bana. Encore à vous. Yakusine la do bana. Encore. Yakusine la do bana. Toute la troisième phrase ensemble. Ah, bana. Yakusine la do bana. À vous. Ah, bana. Yakusine la do bana. On fait toute la mélodie avec le petit geste du début. Dum, 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 dum. Deuxième fois. Dum, 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 dum. Dum, on enchaîne. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. Deuxième fois. Si, 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 do, la, da. Yakusine la do bana. La suite. Bana, bana. Yakusine la do bana. Bana, bana. Yakusine la do bana. Et enfin. Ah, bana. Yakusine la do bana. Ah, bana. Yakusine la do bana. Alors maintenant que vous connaissez parfaitement la chanson, je vous propose de la chanter cette fois-ci en canon. Alors vous choisissez soit la petite mélodie dum, 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 qui va être en boucle. Vous allez voir donc un personnage sur la vidéo que vous allez pouvoir projeter maintenant. Et puis, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, chanter cette mélodie. Alors, je vous mets dans le chat tout de suite le lien pour accéder à cette vidéo. Et on se retrouve ensuite dans 3 minutes. Si, do, la, la, yakusine la do bana. Si, do, la, la, yakusine la do bana. Bana, bana, yakusine la do bana.
yakusine la dobana, si do la ga, yakusine la dobana, bana, si do la ga, yakusine la dobana, bana, si do la ga, yakusine la dobana, bana, bana 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 do la ga, yakusine la dobana, si do la ga, yakusine la dobana, si do la ga, yakusine la dobana, bana, yakusine la dobana, bana, yakusine la dobana, Et voilà, je laisse la parole à Rémi. C'est toi, Séverine, pour la transition, sinon j'enchaîne. Oui, effectivement. Alors, il nous reste une partie. On est un petit peu en retard sur notre programme, mais je pense qu'on va y arriver quand même, puisqu'on a aussi une dernière surprise de Mathias à la fin de l'atelier pour ceux qui seront prêts à rester un petit peu. Donc, il reste le leurre du choix, dernière thématique de ces rencontres numériques. Et ce leurre du choix, il va être illustré notamment par Rémi qui va nous parler des tiers-lieux. Et le choix d'autres voies de travail avec le numérique avec Emmanuel. Et Cécile qui nous présentera le très nouveau Lab 10 sans bis. Donc par contre, il va falloir aller très vite pour pouvoir tenir notre notre timing. Voilà, merci. Alors, je vais faire concis et efficace pour ma part. Non, je vais essayer c'est Emmanuel qui va parler tiers-lieu. Moi, je vais commencer simplement. On a déjà parlé, hein, c'était un peu un élément qui transparaissait forcément de partout dans la matinée. C'est la question de la fracture numérique, qui effectivement est une entrave. Alors, juste remettre un minimum de cadre sur ce que c'est que la fracture numérique. Un rapport de Sciences Po intitulé la Covid-19 accélératrice et amplificatrice des fractures numériques a souligné qu'il existait au moins 2 fractures numériques. Une dont on a déjà largement parlé ce matin, qui est la faiblesse de la culture numérique, donc le fait qu'on est parmi la population un certain nombre de personnes qui n'ont pas de compétences numériques suffisamment solides pour évoluer sereinement. Alors ça, il y a une étude de l'INSEE qui est de 2019 qui, par exemple, pointait qu'une personne sur 3 en France manque de compétences numériques de base pour évoluer sereinement avec le numérique. Et puis, on a une autre fracture dont on a beaucoup plus parlé dans le cadre du confinement, qui est celle de l'accès. On a des zones ou des personnes qui n'ont pas accès au numérique chez eux. Ça, en ordre de grandeur, on est, je crois que c'est oui, à peu près une personne sur 6 qui n'a pas un accès satisfaisant au numérique. Ceci pouvant être pour des raisons de moyens, pour des raisons de méconnaissance, hein, c'est lié à la culture numérique, pour des raisons de moyens, donc là on touche des populations fragiles, ou parce qu'on est sur des territoires qui ne permettent pas facilement l'accès à un territoire ruraux et montagneux, voire ruraux et montagneux les deux ensemble. Et dans tous les cas, ça va être, on va retrouver dans ces situations des populations qui vont souvent être des populations qui sont déjà fragiles pour d'autres raisons. Ainsi, donc si on regarde, hein, alors évidemment, la fracture numérique en pratique touche en priorité des personnes âgées. Hein, ça, l'analyse statistique le montre clairement.
Néanmoins, il va y avoir aussi des familles, dont des familles avec enfants, qui vont être concernées par cette difficulté. Et ce qui soulève d'ailleurs une réflexion sur les conséquences. La première conséquence, bien sûr, ça va être une limite de l'accès à l'information et à la culture, avec un cas extrême qu'on a rencontré dans le cadre du confinement, puisque une partie des familles n'ont pas été en mesure d'accéder à tout ce qui a été proposé comme cours en ligne. Donc, il a fallu trouver des solutions de repli au travers des collaborations en particulier avec la Poste, pour permettre de recevoir les devoirs, de recevoir le travail, mais ça n'est pas la même chose que d'avoir régulièrement des temps de rencontre avec les enseignants en classe sur une visioconférence, laquelle n'est quand même pas la même chose que d'avoir un temps en cours. Ça va aussi permettre de limiter, là on parle plutôt au niveau des familles, l'accès aux services publics. En particulier, pour les familles, puisqu'on parle de public, de milieux défavorisés, l'accès aux aides. Ainsi, par exemple, dans le Défenseur des droits s'est alarmé dans un rapport de janvier 2019 qui s'intitulait « Dématérialisation et inégalité d'accès aux services publics » sur les réelles difficultés que rencontrent un certain nombre de populations à accéder aux services publics, et donc en particulier dans tout ce qui concerne l'éducation prioritaire et les territoires ruraux. C'est actuellement un enjeu qui s'affirme que d'aller solliciter les familles qui ont le droit à des aides pour qu'elles puissent, pour les aider et qu'elles fassent les démarches pour profiter de ces aides, parce que souvent, il va y avoir une entrave simplement parce que ces aides se demandent principalement par le biais des services en ligne, et qu'on va retrouver dans cette population des personnes qui ont de réelles difficultés à engager ces démarches numériques. Et puis bien sûr, il y a dans l'acquisition d'une culture numérique, on a toute la problématique de l'acquisition d'une culture numérique solide et diversifiée, en lien avec les 2 points précédents et en lien surtout avec tout ce qui a été dit avant, puisque ça veut dire que dans les poursuites d'études des élèves, dans leur future carrière professionnelle, ils vont rencontrer des difficultés à utiliser les services numériques, alors que dans notre société, c'est de moins en moins contournable. Et cela pose un problème du type reproduction de classe, pour parler en termes sociopolitiques, qui va à l'encontre des valeurs portées par l'école républicaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pour lutter contre cette fracture numérique? On en a parlé plus tôt, Emmanuel nous a fait une présentation dessus. Il y a déjà l'acquisition d'un socle de culture numérique commun, et c'est le principe du déploiement du CRCN, du cadre de référence des compétences numériques, avec la plateforme dont il a parlé, pas tout à l'heure, mais également, et de façon beaucoup plus profonde, cette idée que on parle bien de développer des compétences numériques pour agir. On n'est pas sur apprendre du numérique pour le numérique. Donc, il y a tout ce qui va être formation par le biais de PIX, mais il y a aussi tout ce qui est intégrer le développement de la culture numérique des élèves au sein de l'enseignement, de tous les enseignements au quotidien, afin que cet usage du numérique devienne naturel pour agir et pas juste pour connaître le numérique. Et puis, on va également avoir, pour résoudre la fracture numérique, des stratégies, des politiques d'envergure telles que la mise en place des territoires numériques éducatifs, dans lesquels sont sollicités, je pense, de l'ordre de 23 millions d'euros dans un cadre expérimental pour l'instant, pour déployer en collaboration avec les collectivités des actions qui vont à la fois toucher les enseignants, les familles, les élèves, sur le plan des équipements, sur le plan de la culture numérique, sur le plan des stratégies pédagogiques pour cette pratique numérique dans des territoires éducatifs prioritaires et dans des territoires ruraux puisse se développer et se consolider. Mais on va aussi avoir un autre axe qui est de penser des lieux qui permettent aux individus, aux familles, aux enfants de venir accéder à ce numérique et d'y recevoir un accompagnement qui va leur permettre progressivement de pouvoir gagner en autonomie, de recevoir des conseils, de pouvoir mener les démarches, voilà, mais de devenir autonome et de gagner cette culture et cet accès qui leur font défaut. Alors ça, c'est l'un des grands axes de travail du forum Ruralytics, qui est basé à Aurillac, qui est donc une zone fortement concernée par le sujet. Mais de façon plus générale, c'est l'une des problématiques qui couvre la question des tiers-lieux. Et donc, je passe donc la parole à Emmanuel sur la question des tiers-lieux. Merci Rémi. Mathias, tu peux partager le petit document? Alors, puisque j'ai été très bavard pour ma dernière intervention, je vais essayer de rattraper plus. Et donc, Mathias, si tu peux avancer jusqu'à la 3e diapo directement. Voilà.
Donc, l'idée ici, c'est de découvrir les tiers-lieux à travers l'exemple. Et j'ai pris un exemple qui fonctionne pas mal, c'est l'espace Sud-Charente, dans lequel nous avons un tiers-lieu qui ne travaille pas que sur un petit espace bien localisé et que sur un petit domaine. Donc, je vais très rapidement vous brosser l'étendue des domaines sur lesquels ils interviennent et de voir comment nos élèves peuvent interagir avec ces espaces. Donc là, un espace numérique, c'est vraiment pour répondre à des enjeux à travers des ateliers informatiques. Et là, c'est vraiment à tout âge, cet accompagnement. Ça va de la robotique, la construction en 3D, à l'accompagnement de personnes plus âgées qui ont du mal à utiliser le numérique ou des personnes qui, justement, recherchent de l'emploi et n'ont pas le minimum de compétences qui leur permettrait de trouver cet emploi. Ben là, il y a tout cet accompagnement qui peut se faire. Il y a cette répartition aussi à travers l'image. Ils ont une grosse culture de l'image et de la médiation audiovisuelle et ils arrivent à construire une chaîne de télé à partir de nombreux reportages. La construction de l'image pour les élèves, et là c'est souvent orienté pour les plus jeunes, mais ils vont chercher des témoignages des anciens. Et il y a une interaction intergénérationnelle qui est vraiment très intéressante à travers la compréhension de l'image. On en est quand même dans un monde de l'image et ça... C'est vraiment une belle ouverture. Et ils ont pensé en plus que tout ça, des fois, nécessitait quelques financements. Et donc, ils ont été chercher, ils ont fait des partenariats pour faire des passes numériques pour le citoyen. Et les personnes qui en ont besoin peuvent aller chercher vraiment les ressources pour pouvoir se former. Alors, je propose en exemple aussi de passer, pas la diapo suivante, mais encore la suivante. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des liens et des activités diversifiées. Et donc les enjeux, vous l'avez compris, ils sont essentiellement humains, mais ils vont aussi sur l'économique, politique et l'éthique. Et donc on a des animations jeunesse, des activités périscolaires, un lien très fort avec les collèges qui sont tout autour, puisque les espaces peuvent être en dehors de l'école, mais dans l'école aussi. Et donc on retrouve aussi cette médiation audiovisuelle, ce lien avec les anciens qui racontent leur histoire et leur... en fin de compte, ils arrivent à mettre les anciens dans l'usage du numérique et en même temps à capter leurs témoignages pour que les plus jeunes soient en lien avec l'histoire des anciens. Et pour terminer mon intervention sur le tiers-lieu, il faut encore avancer de 1, 2 et 3 diapos. Voilà. Et donc, l'idée vraiment essentielle de ce tiers-lieu qui travaille avec des espaces de coworking, qui s'est vraiment diversifié à l'échelle du sud d'un département. C'est-à-dire, on prend le département de la Charente, on le coupe en deux et ça donne leur territoire. Ils ont réussi à identifier 5 lieux en plus des collèges qui travaillent en proximité. Et ça permet vraiment d'ouvrir la vision des élèves vers le choix du réseau humain, puisque lorsqu'un tel tiers-lieu fonctionne, bien sûr, il y a des équipements, bien sûr, il y a du matériel et des lieux, mais avant tout, ce qui le fait fonctionner, c'est le réseau humain. Et si nos élèves arrivent à comprendre que par leur participation, ils peuvent faire vivre tout un réseau, je pense qu'on a gagné énormément sur cette acculturation du numérique et le partage. Voilà, j'ai essayé de faire très très vite pour avoir donné la parole à Cécile sur un exemple plus intra-éducation avec le Lab 110 bis. Oui, merci Rémi. Je vais laisser la parole à Laetitia Léraud qui va d'abord faire une rapide présentation en effet de ce que le Lab 110 bis et comment est-ce qu'on a créé ce tiers-lieu dans l'Académie de Poitiers et particulièrement donc au rectorat, en précisant que c'est quelque chose qui dans les établissements scolaires se met aussi tranquillement en place, un espace un petit peu différent où les interactions sont facilitées, où le mobilier est un peu plus mobile, où on peut avoir des moments en tout cas de partage et de mutualisation de pratiques. C'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet de faire ce pas de côté dont on parlait tout à l'heure et peut-être de dépasser la peur du choix, parce qu'à un moment donné, le choix peut être collectif. Je laisse Laetitia sur la présentation rapide du Lab 110 bis. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, un exemple, en effet, de tiers-lieu ou en tout cas ce que l'on appelle un laboratoire d'innovation avec le 110 bis. Alors, cette slide pour finalement vous montrer ce que les participants à la Journée nationale de l'innovation
qui s'est déroulé le 7 avril, ont évoqué pour définir ce qu'était un lab pour eux. Et donc, le nuage de mots qu'ils ont pu créer ensemble, en fait, tout est dit finalement. Hein. On a les différents enjeux qui transparaissent dans ce nuage de mots. On a cette définition, ce que l'on attend aussi du lab, un espace de liberté, de co-création, un espace d'accompagnement, de créativité, etc. Et donc, on a ici l'illustration, quelque part, de cette intelligence collective pour définir ce terme. Donc, un laboratoire d'innovation, si vous pouviez passer à la slide 2, s'il vous plaît, à la suivante. Merci beaucoup. Donc, un lab d'innovation qui a été impulsé par la création du lab 110 bis. Alors, pourquoi 110? Parce que tout simplement, il est situé au 110 rue de Grenelle au sein du ministère. Donc, c'est un lieu dans un lieu, donc un lieu bis, un tiers-lieu appelé finalement lieu bis. Donc, les enjeux sont multiples. On peut en retenir 4 principaux, à savoir donc l'accompagnement de projets au court ou au long terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une adaptabilité. Donc, on parlait de choix. Le choix va être sur les modalités d'accompagnement, sur le degré d'accompagnement à définir ensemble. Ensuite, on va avoir aussi l'impulsion de nouvelles méthodes de travail collaboratif qui va de la conception, l'organisation, l'animation de sessions, de créativité, de formation à de nouvelles pratiques professionnelles, ce qui pose aussi la question du geste professionnel, de la posture, avec la formation à de nouveaux outils, à de nouveaux usages. Donc là, ça fait référence encore à cette mentalité de croissance et le fait de sortir de sa zone de confort progressivement, tout en étant accompagné, soutenu, et donc pouvoir progresser en ce sens. Troisième enjeu, avec l'animation d'une communauté d'innovation de l'éducation, avec la diffusion et la connexion des initiatives de territoire, la promotion de projets innovants, et enfin, l'établissement d'un dialogue ouvert et horizontal en promouvant la parole libre, la créativité, et puis cette notion d'horizontalité qui transparaît dans les différents labs, dans les différents tiers-lieux, pour créer un espace de coworking. Donc, un lab d'innovation impulsé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avec une déclinaison en académie. Donc, si on peut passer à la troisième et dernière diapo, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, ici, le lab en académie, avec l'exemple de l'académie de Poitiers, un lab qui a été inauguré très récemment, Séverine le disait tout à l'heure, puisqu'il a été inauguré le 31 mars. Ici, vous avez nos 2 belles salles, la salle Guillaume VII le Troubadour et la salle Aliénor d'Aquitaine, avec donc un espace permettant des modalités d'accompagnement diverses. Encore une fois, l'horizontalité, l'intercatégorialité, puisque l'objectif, ça va être de travailler vers une culture, d'aller vers une culture partagée, faire émerger l'intelligence collective et bien sûr promouvoir, favoriser l'innovation. Et je pense que Cécile pourrait pouvoir développer ce propos sur la culture partagée. Alors, je ne vais pas le développer, tu as déjà dit l'essentiel. Pour répondre à Leïla Doré, c'est un espace de travail collaboratif qui peut être ouvert en effet aux enseignants. Donc, on a vraiment souhaité que ce lab, finalement, puisse travailler sur une culture partagée pédagogique administrative. L'idée, c'était qu'on puisse resserrer les liens aussi avec les personnels de service et qu'on soit aussi sur un espace qui permette le design de service et qui permette des temps de partage pour acquérir justement une culture partagée. On sait que parfois, on a des propositions pédagogiques qui viennent percuter finalement les contraintes administratives. Et donc, je pense que du côté administratif, on a besoin de gagner en culture pédagogique et du côté du pédagogique, on a besoin de gagner en culture administrative. Et ce lieu, il est en partie fait pour ça. Ensuite, il y a une possibilité de réservation en ligne. Voilà, avec un agenda. Et à partir de là, rien n'empêche un inspecteur, Séverine avec sa daréique, il y a du café, du gâteau, c'est vrai, c'est un espace aussi de convivialité, même si en ce moment de la convivialité, vous l'aurez bien compris, c'est un petit peu compliqué, mais rien n'empêche un inspecteur, un formateur d'y faire en effet un atelier avec des enseignants, avec des chefs d'établissement, c'est aussi quelque chose qu'on envisage, pour pouvoir travailler sur des objets communs, qu'ils soient pédagogiques, administratifs. Pour vous donner un exemple, la DPE va venir ici réfléchir à la redéfinition et l'organisation du service de la DPE.
On a un travail autour de la RH de proximité qui va se faire dans ce lab, et puis des travaux autour des projets design de services, d'innovation. Et donc, on accompagne à travers des jeux aussi des outils qu'on met à disposition. Donc, on est en appui, la cellule CARDI, alors CARDI, donc cellule académique pour la recherche, le développement de l'innovation et de l'expérimentation, en appui à l'innovation, que ce soit sur le design de services ou bien sur les projets innovants. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place là maintenant, en lien avec le 110 bis, puisque nous avons des relations régulières avec eux. Il y a des moments de formation, je vous invite vraiment à vous y connecter. Il y a des petits temps d'atelier qui sont très intéressants et qui permettent aussi de nous aider à sortir de cette zone de confort et à pouvoir travailler vraiment sur de la mutualisation, de la coopération et de pouvoir finalement être ensemble sur des objets, des projections communes, des horizons communs. Voilà, je pense que c'est ça l'objet du Lab 110 bis. En tout cas, ce Lab 110 bis est lauréat d'un concours qui s'appelle le concours Impulsion. Et parce que justement, il a dans son ADN aussi, dans l'Académie de Poitiers particulièrement, cette volonté en tout cas de créer de l'intercatégorialité et de l'horizontalité avec des outils numériques, alors que vous ne voyez pas sur les photos, mais une immense tablette en fond de scène qui permet aussi d'accéder à des systèmes de visioconférence extrêmement confortables, des tablettes connectées qui vont permettre aussi de travailler autour de ces outils numériques et de l'apport et de la plus-value du numérique, notamment dans ces aspects collaboratifs et de construction collective. Merci Cécile et merci Laetitia pour cette présentation du lab qui fait envie. Je pense qu'on a tous envie d'aller expérimenter plein de choses là-bas. S'il vous reste un petit peu de temps, vraiment désolé pour le retard que l'on a pris, on avait beaucoup de choses à vous présenter. Mathias a encore une dernière surprise musicale à vous proposer avant le déjeuner et puis avant la prochaine présentation, je crois qu'il y a lieu à midi. Donc ceux qui sont encore disponibles, restez avec nous. Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup à tous de votre présence et de vos gentils mots dans le chat. Alors c'est plus effectivement de voir comment le numérique nous a aidés dans cette période. Nous avons monté un projet dans l'académie autour d'une chanson qui a été écrite par des élèves l'an passé, où nous avons fait chanter plus de 1000 élèves et nous avons fait une petite mosaïque musicale que vous pourrez voir sur le lien que je vais vous positionner dans le chat, ce qui vous permettra de le déconnecter. Simplement, si vous voulez participer avec les enfants, donc ces 1000 enfants qui ont participé à cette vidéo, soit de façon collective, soit de façon individuelle, il y a une petite structure mélodique dans le refrain que vous pourrez reprendre, qui est celle-ci, qui est « Tape, tape dans tes mains, frappe, frappe, on est bien ». Je vous propose de vous la refaire, comme ça vous pourrez la faire autant que vous le souhaiterez avec les enfants tout à l'heure. Donc c'est « Tape, tape dans tes mains, frappe, frappe, on est bien ». Voilà, et l'idée, les enfants ont écrit cette chanson sur la sensation et les sentiments qui étaient les leurs à l'évocation de l'école. Et donc, c'est un beau texte que Lomé a pu construire et a su construire avec les enfants. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez découvrir, si vous le souhaitez, de façon autonome et indépendante, ce magnifique travail fait par les élèves et par les collègues de l'ensemble de l'Académie de Poitiers. Et puis, un grand merci à tous pour votre écoute, ce moment passé ensemble ce samedi matin qui ouvre ces vacances scolaires bien méritées pour chacun. Et donc, profitez-en bien, reposez-vous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je te laisse le mot de la fin, Séverine, en tape dans tes mains et frappe, frappe, on est bien pour finir et regarder donc cette petite vidéo avant d'aller déjeuner. Alors, je ne vais pas chanter, je vous rassure. Merci Mathias. Donc, on prendra le temps de regarder cette vidéo. Merci à vous pour votre écoute et puis on reste à votre disposition pour répondre si vous avez des questions sur ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Vous avez nos coordonnées, vous avez le stand avec le lien vers les ressources de la semaine de l'innovation. Je vois le chat d'Aurélie, donc il va falloir repasser Bana après la chanson des enfants, mais du coup vous chanterez la chanson Tap Tap dans tes mains, ça marchera très bien aussi. Bonne journée tout le monde.